Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble pendant 2 heures pour développer les grands titres de l'actualité de ce lundi. Bonsoir Fanny. Bonsoir Jean-Wilfried. À la une ce soir, le coup de chaud sur une grande partie de la France. 41 départements aujourd'hui en vigilance orange pour la canicule. 45 départements seront concernés demain par cette situation. Direction le sud-ouest dans ce journal. Explications et conseils de nos spécialistes en plateau. À la une également, incendie dans le sud de la France. 55 hectares de Pinède et de Garrigue partis en fumée dans le secteur de Montoulier, c'est dans l'Hérault, à la frontière avec l'Aude. 270 pompiers tentent toujours de maîtriser le feu. Nous serons sur place avec Pierre Barbin. Après le réseau SNCF, vendredi, de nouveaux sabotages contre les JO ont eu lieu cette nuit dans 9 départements. Cette fois, c'est la fibre optique qui a été visée. Parmi les cibles, plusieurs opérateurs, notamment Free et SFR. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. On en parle en plateau avec notre consultant police-justice, Guillaume Fard. Et enfin, 3e jour de Jeux Olympiques et toujours une belle moisson de médailles pour nos athlètes avec déjà combien de récompenses? Oh, beaucoup. On en fera le point tout à l'heure. En tout cas, beaucoup d'or, d'argent et de bronze. La France qui est provisoirement 4e du classement. Ça change tout le temps. Donc on se réjouira dans un instant, notamment avec les spectateurs du Club France que nous retrouverons aux côtés d'Igor Saïri. Cette fois, ça y est, elle est là, elle est bien là. La canicule s'est installée en France. 41 départements concernés aujourd'hui. Et demain, 45 départements seront concernés par la vigilance orange pour la canicule, essentiellement dans la partie sud. Mais demain, donc, le mercure va s'affoler également un peu plus au nord. Fanny, il fera très chaud, par exemple, à Paris. En effet, on fait le point avec vous, Yann Amis, météorologue chez Weather & Co. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. La canicule, en plein milieu d'été, évidemment, ce n'est pas une surprise, même si on a attendu quand même le beau temps pas mal de temps cette année. Toute la partie sud du pays est concernée. Alors, on a toute la partie sud, et comme l'évoquait votre collègue tout à l'heure, en fait, cette vague de chaleur va progressivement monter là sur la moitié nord. Et bon, même si déjà aujourd'hui, on avait quand même un ressenti qui était des températures assez élevées, on va encore gagner quelques degrés notamment, mais plus sensible cette fois-ci sur la moitié nord, alors que dans le sud, on a déjà connu des pics à 39, 40, voire limite 41 degrés, quoi. Alors 39, 40 degrés, ça s'installe dans le nord, dites-vous. Ça veut dire des températures demain qui vont atteindre 38 degrés dans la région parisienne, par exemple? On va glisser progressivement dans la région parisienne avec le 36, 37, 38 degrés. Après, avec le phénomène d'îlot de chaleur urbain, on pourra monter dans les endroits les plus, on va dire, isolés du vent, on va pouvoir monter encore un petit peu plus. Mais à cela, ce qu'il faut voir, et ce qui surtout s'ajoute et ce qui rend le caractère très pénible, c'est qu'on a une humidité qui est relativement importante. Donc ça ajoute de l'inconfort de façon vraiment marquée, on va dire, sur les individus, en fait. Donc demain, ça monte encore, ce sera le pic. Le mercure va redescendre ensuite les prochains jours? Alors, mercredi, on gardera, effectivement, ça va baisser, mais mercredi, on garde encore des températures relativement élevées, mais on va descendre progressivement par rapport à cet épisode, on va dire, de température maximale que l'on aura eu notamment pour demain. Et ensuite, jeudi, ça va continuer à régresser, plutôt sur la partie sud-est de la France, tandis que sur la moitié nord, on va aussi avoir les orages, mais on va récupérer des températures plus classiques. Et ensuite, on gardera cet épisode, on va dire, de très forte chaleur, mais plutôt sur la partie sud-est de la France. Donc, on va revenir très rapidement, on va dire, sur des températures qui sont tout à fait agréables, mais plus sur des valeurs, on va dire, classiques, en fait. Et pour ceux qui partent en vacances à partir de samedi, c'est-à-dire le week-end prochain, des températures à nouveau très chaudes pour la saison, caniculaire ou pas? Ah non, du tout. On aura toujours dans la moitié sud. Alors, on va retrouver un schéma un petit peu classique là qu'on a eu sur les 10 derniers jours, avec des températures, on va dire, dans la normale, on va dire, sur la moitié nord, voire même légèrement, on va revenir sur des valeurs un petit peu plus marquées, aux alentours de 22, 23 degrés sur la moitié nord, alors que dans la moitié sud, on sera plus proche des 30 degrés. Mais on va retrouver notre dipôle classique entre la moitié nord de la France et le sud de la France, mais sans épisode de canicule à se représenter à nouveau, bien au contraire. Merci beaucoup Yann Amis pour ces précisions, météorologue à Weather & Co. On va aller voir sur le terrain justement ce qu'il en est à l'heure actuelle. On est en début de soirée et il fait encore très chaud. Regardons dans le sud-ouest aujourd'hui où vous vous trouvez, Rebecca Blanc-Lelouch. Vous êtes en Dordogne, à Périgueux, en plein cœur vraiment de l'épicentre de cette chaleur extrême aujourd'hui. Il a fait combien cet après-midi? Il fera combien cette nuit aussi? C'est important de le préciser.
Écoutez, on a touché les 40. Là, il fait 39 degrés à l'heure où je vous parle. Ça va être très compliqué cette nuit, évidemment, pour bien dormir. Quand on est arrivé avec Margot, on a vraiment eu la sensation de rentrer dans un four. Quand on est arrivé dans la ville, on a vu très très peu de monde dans les rues. On a demandé aux riverains pourquoi les boutiques étaient fermées, puisque tous les commerces autour de nous étaient fermés. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de promeneurs tellement il fait chaud. En revanche, les terrasses, il y a un peu de monde en terrasse, comme vous pouvez le voir sur les images de Margot Vizade. Et on est justement avec Élisée et Audrey, entre mère et fille. Vous êtes en train de dîner. Racontez-nous comment est-ce que vous avez vécu cette journée de forte chaleur ici à Périgueux. Alors, on s'est levé très tôt ce matin. On a de la chance, on a la clim dans l'appartement, donc ça déjà c'est très appréciable en ce moment. Et puis notamment on a un chien, un bulldog. Alors j'ai été obligée de me lever plus tôt pour la sortir ce matin. Pour éviter qu'elle ait trop justement, qu'elle fasse face. Ah, je vais pas y arriver, je suis désolée. Aux grosses chaleurs et du coup, et puis ce soir on l'a pas encore sortie, on va la sortir ce soir un peu plus tard, quoi, voilà. Élisée, comment est-ce que vous allez dormir cette nuit? Est-ce que vous craignez d'avoir trop chaud? Alors à l'appartement on a la clim, donc non. Mais c'est vrai qu'il y en a qui l'ont pas et du coup ça va être un peu plus compliqué. Mais en terrasse, ça va, ça vous dérange pas? Il fait un peu chaud, mais ça va. C'est pas... Elle a été se baigner aujourd'hui, elle a été courir à 6h ce matin, justement pour éviter les grosses chaleurs. Et puis elle a profité de la piscine cet après-midi, donc ça c'était pas mal pour elle, quoi. Donc voilà, si vous pouvez vous baigner, évidemment, allez-y. Évitez de faire trop de sport quand même sous ces grosses chaleurs. Et on rappelle qu'ici, à Périgueux, la préfecture préconise de reporter ou d'annuler les événements sportifs ou festifs ce soir ou demain. Merci beaucoup Rebecca Blanc-Lelouch avec Margot Vizade pour les images. Et on poursuit notre discussion évidemment en plateau avec nos invités. On accueille ce soir le colonel Sébastien Paletti, porte-parole de la sécurité civile. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également avec monsieur Musquet, Gaël Musquet. Bonsoir, spécialiste de la prévention des risques naturels. Et puis nous serons en ligne également avec Serge Smadja, qui est responsable d'SOS Médecins en France. Et Gaël, première question pour vous. Vous êtes donc spécialiste de la prévention des risques naturels. Ces canicules, elles se répètent. On les retrouve chaque été et on a le sentiment qu'elles sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus rapprochées. Alors, elles sont intenses. Ça, c'est ce qu'on peut vraiment retirer comme leçon des différents épisodes que l'on a connus ces dernières années. On a battu des records en 2022, battu des records en 2023. Et 2024 est une année qui connaît des records. Non seulement en termes de chaleur, la France a été plus ou moins épargnée jusqu'à aujourd'hui. On a attendu un peu ce soleil, ces chaleurs. Mais les pays du sud de l'Europe, eux, ont connu des vagues de chaleur intenses. On a des victimes en Italie, en Espagne, en Roumanie. La Grèce aussi a connu des épisodes un peu compliqués. Et donc, effectivement, il faut que... Au niveau européen, on voit que c'est aussi sur les épisodes qu'on a connus ces dernières années que la solidarité européenne joue à plein dans ces moments-là. Non seulement sur la mise en commun des moyens pour la lutte contre les incendies en cours en ce moment, mais aussi sur le fait que les populations européennes, pour plus de la moitié, d'ici 30 ans, seront tous les étés confrontées à des épisodes caniculaires. Ça nous oblige évidemment à penser à notre système de santé, ça nous oblige à penser évidemment à la manière dont on va se déplacer, dont on va s'amuser, les festivals, les événements sportifs tels ceux qu'on connaît aujourd'hui avec les Jeux Olympiques, mais aussi nos infrastructures, les réseaux de télécommunications et d'énergie qui ont besoin évidemment d'être renforcés et ou adaptés pour pouvoir évidemment permettre aux Européens, on va pouvoir penser à la grosse maille, de vivre et de traverser ces épisodes dans des conditions acceptables. Colonel Paletti, du côté de la sécurité civile, pour voir comment est-ce qu'on peut, avant de penser, même si on y pense maintenant, évidemment, l'adaptation c'est très important, mais là, on est en plein dans cette vague de chaleur. Comment on fait quand il fait très chaud, de manière générale, pour éviter les effets nocifs ? Alors, 40 départements, plus de 40 départements. 41 aujourd'hui, 45 demain. Sont en vigilance orange, donc c'est significatif.
Ce principe de ces vigilances, justement, sert à sensibiliser la population, les citoyens, au bon comportement à avoir pour que cette canicule ait le moins d'impact possible sur leur santé. Donc, les principes à respecter sont de 3 ordres. Le premier, dans le cadre des comportements, comme cela a été précisé, éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée. Si possible, fermer ses volets et ses fenêtres pendant les heures chaudes de la journée et aérer les heures chaudes, c'est quoi? C'est 10h, 16h? À peu près, oui. On est dans ces horaires en fonction des territoires. Et donc, adapter son comportement par rapport à ces températures-là. Le deuxième volet est celui de l'hydratation. Pensez toute la journée à s'hydrater régulièrement, sans attendre d'avoir soif, et avoir une alimentation équilibrée, en évitant de consommer trop d'alcool, en essayant de manger frais et plutôt équilibré. Parce que l'alcool déshydrate. Hein. On a souvent envie de boire peut-être un petit verre de rosé, c'est une mauvaise idée. Hein. L'alcool a vocation à renforcer ces situations de déshydratation. Et le troisième volet, c'est un volet qui est très important, c'est celui de la solidarité. Lors de ces périodes de vigilance, c'est très important de prendre soin des personnes qui peuvent être fragiles, qui sont fragiles, de prendre soin des personnes âgées, de se renseigner pour savoir si elles ont des besoins particuliers. Et on ne peut que rappeler que les communes ont un rôle et jouent un rôle clé dans ce cadre-là en mettant en place des dispositifs d'appel des personnes âgées de façon à veiller à ce que la situation ne se dégrade pas pour elles. Mmh. Alors Serge Madja est également en ligne avec nous, un des responsables de SOS Médecins en France. Docteur, que faut-il faire concrètement lorsque ces températures caniculaires arrivent? Quels sont les conseils essentiels qu'il faut donner ce soir pour ceux qui nous regardent, ceux qui travaillent ou ceux qui sont en vacances également? Voilà, bon, beaucoup de choses ont été dites déjà, mais c'est très très important à chaque période de l'année où nous traversons des périodes de forte chaleur et aujourd'hui de canicule, redonner les messages que la population connaît pour beaucoup, mais c'est très très important de le répéter sans cesse pour indiquer à nouveau qu'il reste d'actualité. Ces messages, c'est évidemment veiller à la bonne hydratation, comme ça a été dit, éviter de s'exposer au soleil, essayer de sortir quand on doit sortir dans les périodes les moins chaudes. Évidemment, si possible chez soi, se calfeutrer, fermer les volets, éviter le soleil et bien sûr, et on va en parler dans cette période olympique, éviter de faire du sport naturellement dans les périodes les plus chaudes. Merci pour ces précisions. On rappelle également que certains publics sont à surveiller plus que d'autres, même s'ils sont pas forcément plus ou moins exposés, mais les enfants, les personnes âgées, il faut vraiment être à leur écoute. Ils ne peuvent pas toujours exprimer le fait d'avoir soif. Alors, les personnes âgées ont le mécanisme de thermorégulation qui fonctionne moins bien. D'abord, ils ont moins la sensation de soif et ils ont souvent les mécanismes de sudation qui sont vite dépassés. Quant aux enfants, donc c'est toujours pareil, ce sont les âges extrêmes de la vie. Quant aux enfants, ils ont un poids en eau qui est particulièrement important. Et donc, quand ils ne boivent pas assez, ils sont beaucoup plus sujets à la déshydratation. Merci beaucoup, docteur Smadja, secrétaire général de SOS Médecins France. Et on rappelle justement ce numéro vert, on parlait de la solidarité. Si vous aussi, vous avez la moindre question à poser pour savoir comment affronter cette vague de chaleur, comment aider les autres, 0800 06 66 66, vous le voyez, c'est écrit sur votre écran et c'est gratuit. On vous le disait dans les titres de cette édition, depuis le début de l'après-midi, les pompiers au doigt et Héraultais sont mobilisés pour un incendie qui s'est déclenché près de Montoulier, c'est dans le département de l'Hérault. Alors qu'il est, le feu n'est toujours pas maîtrisé. Pierre Barbin est l'envoyé spécial sur place pour BFM TV. D'importants moyens ont été mis en place. Quelle est la situation à l'heure qu'il est, Pierre ? Alors, c'est ce qu'expliquaient les pompiers il y a quelques minutes. La situation est favorable selon eux, mais ça peut encore durer longtemps, surtout que l'on voit ici et là parfois des reprises et à nouveau des flammes dans cette pinède de Montoulier. 55 hectares de végétation déjà parcourus, un feu qui a démarré en début d'après-midi, près de 300 pompiers au total qui sont mobilisés, vous l'avez dit, des hommes au sol, également des moyens aériens, 3 Canadair, un Dash qui permet d'asperger du retardant pour enrayer justement cet incendie. Ce qu'il faut expliquer, et vous l'avez dit bien évidemment, c'est qu'aujourd'hui il fait très chaud, près de 35 degrés ici dans le département de l'Hérault, et il y a eu du vent parfois assez fort, des rafales qui ont donc
pousser cet incendie et donc propager ces flammes, ce qui a rendu bien évidemment le travail des pompiers difficile, qui sont toujours donc sur le terrain pour tenter d'enrayer cet incendie avec toujours les moyens aériens qui vont continuer à travailler jusqu'à la nuit tombée. Pierre Barbin sur place dans l'Hérault avec Lina Boudjourdi pour les images. Colonel Paletti, on revient avec vous pour parler de cette situation également. Les incendies, forcément, on connaît les ingrédients qui favorisent ce genre d'incendie, la chaleur, les sols secs. Là, heureusement, il n'y a pas le vent qui joue, mais en tout cas, 2 des principaux ingrédients sont réunis pour arriver à cette situation. Oui, le risque feu de forêt fait partie cet été des 3 enjeux auxquels devront faire face les forces de la sécurité civile. Le risque courant qui est aggravé par l'été comme la canicule, le risque feu de forêt et puis les Jeux Olympiques. Ouais. Dans le cas du risque feu de forêt, cet après-midi, la stratégie de lutte contre les feux de forêt de la sécurité civile a été mise en œuvre, puisque le départ a été rapidement traité par un engagement massif de moyens des pompiers de l'Hérault et des pompiers de l'Aude, puisque le feu se situe à proximité entre ces 2 départements. Ils ont été renforcés par les moyens aériens de la sécurité civile et par les sapeurs sauveteurs des formations militaires. Les moyens aériens, c'est des Canadair ? Donc 3 Canadair et un Dash ont été engagés et sont toujours sur ce feu. Plus de 5 ans de largage ont été effectués. Et là, on est sur une situation donc, où la lutte est encore en cours et plus de 300 pompiers sont engagés. Et cela me permet de rappeler quelques consignes de bon comportement que doivent avoir les citoyens en cette période. 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, sans qu'elles soient volontaires, mais 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Donc, il est important de rappeler qu'à proximité de végétation et de massifs forestiers, il ne faut pas fumer, il ne faut pas allumer de feu pour faire un barbecue, il ne faut pas non plus faire de travaux. Et donc, c'est important de rappeler ces principes-là pour faire en sorte que la température augmentant, le risque feu de forêt va sans doute augmenter dans les prochains jours, mais que les citoyens soient aussi au rendez-vous de la solidarité dans ce cadre-là. Alors, c'est une zone de végétation qui est connue pour ça. Il y a souvent des départs de feu. Ce sont des massifs escarpés, donc difficiles d'accès pour vous. J'ai vu qu'en début d'après-midi, vous aviez mis en place le principe de précaution, c'est-à-dire que la route départementale qui conduit à ce massif a été fermée pour prendre aucun risque. Lors de chacun de ces feux de ce type-là qui se propagent rapidement, des mesures en réaction immédiate sont prises, et en particulier la fermeture des accès principaux, de façon à, d'une part, faciliter l'action des secours et d'autre part, éviter que des personnes qui sont en mesure de se déplacer soient en danger. Dans le cas sécuriser les environs. Ça permet de sécuriser les environs, sécuriser la population et faciliter le travail des secours. Mais justement, sécuriser la population, ça veut dire aussi les habitations, les habitants ? Les évacuer, par exemple? Alors, sur ce feu-là, il n'y a pas eu d'évacuation. Mais par contre, ce qui est important aussi de rappeler, c'est que les évacuations se font soit très préventivement, soit dans le cadre d'une maison qui est débroussaillée. La population peut très bien rester à l'intérieur, être confinée dans son domicile et n'évacuer qu'à la demande des autorités et pas de son propre chef. Alors, il faut rester mobilisé, prudent, parce que c'est une zone où il y a de fortes rafales de vent par moment et ça peut relancer éventuellement un feu. Alors là, les opérations de lutte sont encore en cours. Lorsque le feu sera fixé, et on l'espère dans les prochaines heures, il y aura toute une phase de surveillance qui sera mise en œuvre pour veiller à ce qu'il n'y ait pas que le feu soit complètement éteint. Et dans ce cadre-là, ce travail est effectué de manière continue par les sapeurs-pompiers, de façon à faire le tour du feu et à éteindre tous les petits brûlots pour éviter qu'il y ait des reprises de feu. Merci, colonel Paletti. On en vient à cette autre information à 20h17 sur BFM TV. Après les lignes de train, la fibre optique désormais, puisque de nouveaux sabotages contre les Jeux Olympiques ont eu lieu cette nuit dans 9 départements au moins. Résultat, plus de téléphone, plus d'Internet pour les abonnés de plusieurs opérateurs, notamment Free et SFR. Pierre-Louis Bousset, Tom Beck. Et ici, pareil, la même chose, ça a été sectionné aussi. C'est vers 3h30 du matin que ces câbles de fibre optique ont été coupés. Des installations pourtant recouvertes par de lourdes plaques de fonte, mais cela n'a pas suffi à décourager les auteurs de ces dégradations. Il faut vraiment connaître le réseau pour pouvoir y intervenir et puis sectionner et faire ce genre d'acte de vandalisme. Des sabotages aussi dans d'autres départements comme l'Oise ou les Bouches-du-Rhône. Ce sont principalement des câbles de fibre optique appartenant à SFR qui ont été sectionnés dans la nuit de dimanche à lundi, touchant 10 000 clients de l'opérateur. D'autres réseaux de télécommunications ont également été perturbés. Quelques jours auparavant, c'est une antenne relais qui a été incendiée dans cette commune de Haute-Garonne. Une inscription anti-JO a également été laissée. Résultat, ces habitants se sont retrouvés privés de réseau fixe et Internet. Un geste incompréhensible pour le maire de la commune.
Quand on discute en démocratie, on le fait à visage découvert. On ne s'attaque pas à une population. On ne la cible pas parce que là, c'est finalement l'ensemble de la population qui supporte la défense d'idées que l'on peut parfois comprendre, difficilement admettre. Des enquêtes ont été ouvertes concernant ces actes qui n'ont à ce stade pas fait l'objet de revendications. Et on en parle avec nos invités ce soir. Guillaume Fard, consultant police-justice BFM TV, est avec nous. Et Jérôme Poirot, consultant BFM TV, ancien adjoint à la coordination nationale du renseignement également. Et puis nous accueillons également Damien Bancal, fondateur du site Zataz et spécialiste en cyberintelligence. Merci à vous trois d'être avec nous ce soir. Guillaume, pourquoi cibler les installations télécom ? Pour faire parler, déjà, ça peut faire partie du mode opératoire. Après, il faudra voir évidemment qui revendique. Mais quand vous créez du désagrément, c'est dans le but de créer une entrave aussi, de gêner, de perturber le trafic. Et donc, ça peut consister, le but peut être d'attirer l'attention. Ça peut être ça, et généralement attirer l'attention sur une cause. Donc, il faut regarder quelles sont les motivations idéologiques. C'est pour ça que quand on a ces affaires de dégradation qui ne sont pas si rares que cela, généralement, ce qu'on regarde ensuite, c'est qui les revendique. Donc là, pour l'instant, quelle espèce s'il n'y a ni tag, ni signe qui permettent de véritablement signer la présence de quelqu'un ou signer les motivations, il faut regarder si des communiqués sont ensuite adressés soit aux médias, soit dans certains cas directement aux services de police et de justice. Donc il faudra être attentif à cela. Jérôme Poirot, est-ce qu'il y a des secteurs, des personnes, des profils qui sont particulièrement surveillés ? Oui, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur. Il tourne son regard vers l'ultra-gauche. Ce sont des modes d'action habituels pour l'ultra-gauche, même si là, les deux opérations ont une ampleur tout à fait inhabituelle, puisque les sabotages qui sont commis, soit par ce qu'on appelle des éco-terroristes, qui est une autre mouvance de l'ultra-gauche, c'est en général des actions localisées. Là, ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est que nous avons à 2 reprises, à 3 jours d'intervalle, des opérations sur plusieurs points du territoire et qui ont nécessité une préparation, une conception, une préparation, une mise en œuvre qui demande des moyens, qui demande des équipes, puisque simultanément sur plusieurs lieux du territoire, c'est au minimum, vraisemblablement, une dizaine de personnes qui ont opéré. Mais le ministre de l'Intérieur dit aussi qu'il peut s'agir aussi de gens d'ultra-gauche, mais qui auraient pu être manipulés. Oui, il reste très prudent là-dessus, on l'entendra dans un instant. Damien Bancal, fondateur du site Zataz, spécialiste en cyberintelligence. Justement, on a vu qu'il y avait des premières attaques sur les lignes ferroviaires. Cette fois-ci, ce sont des lignes télécom qui sont prises pour cible. Ça peut avoir quel impact d'attaquer ce genre d'infrastructure ? Il est clair que les individus ont tenté de voir quel était le moyen de couper les communications, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Couper ce type de fibre, c'est empêcher une entreprise, une mairie ou des particuliers de pouvoir téléphoner, de pouvoir se connecter à Internet, de pouvoir recevoir des courriers électroniques. Donc du coup, c'est couper cette nouvelle forme de communication qui aujourd'hui, qui est clairement nos vies. Merci Damien Bancal. Guillaume Fard, parmi les pistes, il y a la piste de l'ultra-gauche. Quels sont les objectifs ? Les objectifs sont les mêmes depuis le 19e siècle, ce qu'ils appellent la propagande par le fait. C'est-à-dire qu'on veut attirer l'attention de la société sur des motivations idéologiques, sur une idéologie en particulier. Et donc, plus l'action est spectaculaire, plus elle fait parler et plus on s'intéresse aussi à la cause qui, dans certains cas, la motive. Et donc là, si vous en prenez aux infrastructures numériques, aux infrastructures de transport, aux infrastructures d'énergie, parce qu'il y a aussi des lignes à haute tension qui peuvent faire l'objet de ces dégradations, vous attirez l'attention médiatique. La preuve, on en parle ce soir. Et donc, c'est pour ça que ce qui compte surtout derrière, c'est la revendication. Elle n'est pas systématique, mais elle arrive quand même dans la grande majorité des affaires. Alors, Jérôme Poirot, on le dit, ce sont des infrastructures qui ont l'air plutôt accessibles. Malgré tout, c'est assez précis, les endroits qui sont ciblés. Est-ce que ça donne des indications sur le type de profil de personnes qui sont capables de faire ce genre d'actes ? Ça dit clairement que ce sont des actions qui ont été préparées. Donc, il y a eu une recherche d'informations, à la fois pour déterminer les endroits où les dégâts seraient les plus importants, donc les conséquences les plus dommageables pour toutes les personnes qui n'ont pas pu prendre le train, par exemple, ou les coupures Internet qui ont été subies
aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une opération, ce sont des opérations qui ont été planifiées, qui ont été pensées. Effectivement. Et par qui? Est-ce que ça veut dire que forcément il fallait une complicité, quelqu'un qui connaisse en tout cas Alors, il y a cette grande question de savoir s'il y avait des complicités à l'intérieur des entreprises concernées. Peut-être, mais peut-être aussi, quelles que soient les personnes qui sont à l'origine de ça, ont-elles, comme on fait classiquement, recruté des gens dans ces entreprises pour obtenir d'elles des informations qui étaient utiles pour mener ces projets. Ce qui est certain, c'est que ce ne sont pas des opérations anodines, c'est pas s'en prendre à... C'est pas le commun des mortels qui peut faire ça. Non. Et par ailleurs, il y a un autre aspect qui donne une idée de la sophistication de ces opérations, c'est que jusqu'à présent, personne n'a été arrêté et que même si le ministre de l'Intérieur a indiqué tout à l'heure qu'il y a des profils qui ont été identifiés, pas de garde à vue, ces personnes sont toujours dans la nature, on peut penser que peut-être d'autres actes de même nature soient en préparation par les mêmes individus, si ce sont les mêmes individus qui sont à l'origine des 2 sabotages qu'on a connus ces derniers jours. Damien Bancal, ces structures, ces câbles de fibre optique sont facilement repérables, identifiables, on peut y accéder facilement ? Normalement, non. Il faut savoir qu'elles sont protégées, normalement, je dis toujours ce terme-là, et qu'il n'existe pas des plans publics et officiels qui vous permettent de dire à tel endroit, vous aurez ces fameux backbones, ces fameux lieux dédiés à la fibre optique, dédiés aux connexions Internet. Ça reste normalement assez secret. Mais la collecte d'informations aujourd'hui dans ce genre de population, qu'elle soit pirate, qu'elle soit activiste, qu'elle soit en tout cas malveillant, c'est pas si compliqué que ça. Se renseigner auprès d'une mairie, tout simplement se renseigner auprès de fabricants des fameuses portes ou des plaques dites blindées. Voilà, les malveillants peuvent malheureusement aujourd'hui avoir des moyens technologiques qui permettent de remonter à ces informations et ensuite pouvoir s'en servir. Et concrètement, la réparation de ces câbles endommagés, ça va prendre du temps. On a vu vendredi ce qui s'était passé avec la SNCF, avec ces boîtes qui avaient été particulièrement visées, ces centraux touchés, ça a pris du temps. Pour réparer, là, il faut du temps ? Alors c'est efficace, on l'a vu, SFR vient d'annoncer qu'ils avaient quasiment terminé leurs travaux, pareil chez Free. Il faut savoir aussi que malheureusement, on a eu énormément d'entraînement de ce type de malveillance. On l'a vu au moment de la Covid en 2020 avec déjà des câbles coupés, on l'a vu il y a 2 ans. Petite information, il faut savoir que début juillet, ce même type de malveillance avait eu lieu en Italie. Voilà, il y a malheureusement les problèmes qui permettent ensuite de mettre en place des situations dites d'urgence pour pouvoir réparer très rapidement les câbles coupés, les fibres coupées. Mais heureusement aussi, c'est pas parce qu'on a coupé une fibre que les communications sont 100% déconnectées. Parce que heureusement, on est comme une toile d'araignée, faut-il le rappeler, et que si ça passe pas à droite, ça pourra passer à gauche. Il y a des sécurités, en effet. Guillaume Fard, on voudrait venir avec vous aussi sur le point de l'enquête, parce que certes, il n'y a encore personne qui a été interpellé, pas de revendication. Il y a tout de même une enquête qui a été ouverte, de plusieurs chefs d'ailleurs. Détérioration de biens de nature apportée atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, atteinte à un système de traitement automatisé des données en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre ces crimes et délits. C'est passible de quoi C'est plusieurs années de réclusion criminelle. On est sur des faits criminels, les dégradations qui portent atteinte aux intérêts vitaux de la nation. C'est au-delà de 15 années de réclusion criminelle. Mais là, en plus, la circonstance aggravante, c'est que c'est en bande organisée. C'était en plus sur plusieurs points du territoire, c'était coordonné, plusieurs départements. Donc, vous êtes rarement seul. Et donc, ce qui, en plus, peut rajouter à votre peine si vous êtes interpellé. On n'en interpelle pas toujours ces personnes-là parce qu'il y a une certaine habileté aussi à se dissimuler. Les communiqués, quand ils arrivent, sont envoyés depuis des plateformes numériques où c'est difficile de tracer. Et ce sont des communiqués, je fais allusion notamment au dernier qui a été envoyé à certains journalistes dans de nombreuses rédactions revendiquant le sabotage ou les sabotages des lignes à grande vitesse vendredi dernier, sont des communiqués assez sibyllins dans leur rédaction. Ça donne pas toujours des détails qui permettent de remonter des pistes. Alors, ces actes, en tout cas, de sabotage n'ont toujours pas été revendiqués au moment où on se parle. Qui pourraient être les auteurs ? Ça, c'est la question. Le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Gérald Darmanin, évoque avec prudence, vous allez l'entendre, la piste de l'ultra-gauche. Nous avons identifié un certain nombre de profils de personnes qui auraient pu commettre ces sabotages très volontaires, très ciblés aussi. Ce qui nous a beaucoup intéressé, inquiété, c'est qu'il s'agit de lieux de
de communication extrêmement précis, donc sans doute avec des renseignements de la part de ceux qui ont saboté. C'est le mode traditionnel d'action de l'ultra-gauche, on l'a vu précédemment. Je ne voudrais pas trop m'avancer, puisque la question de savoir si ces personnes ont été manipulées par d'autres personnes, ou est-ce que c'est pour leur propre compte. Jérôme Poirot, donc un mode opératoire qui fait penser à l'ultra-gauche, mais rien n'est prouvé, on l'a bien compris dans les propos du ministre démissionnaire de l'Intérieur. Toutefois, pourquoi est-ce que l'ultra-gauche, plus qu'une autre mouvance ou que d'autres personnes, voudrait cibler les Jeux Olympiques, puisqu'on voit que petit à petit, les Tous Stars, en tout cas des inscriptions portent à croire que ces attaques visent les Jeux Olympiques. Parce que dans ces mouvances, dans ces mouvements d'ultra-gauche, il y a une volonté de faire la révolution et de faire la révolution par la violence, y compris parfois par la violence physique. Là, ce ne sont que des dégâts matériels, mais qui ont eu des conséquences sur la vie quotidienne des Français et des voyageurs et des entreprises. Mais c'est un mode d'action habituel. Et donc, c'est ça qui fait penser à l'ultra-gauche, c'est ce que dit le ministre. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il parle de profils et pas d'individus qui ont été. Et il parle aussi de manipulation potentielle. Ça renvoie d'ailleurs, il le sait très bien, à une alerte qui avait été révélée par vos confrères du Financial Times le 5 mai dernier. Le patron du renseignement extérieur allemand avait prévenu ses homologues, averti ses homologues des autres pays européens que les services russes étaient en train de préparer eux-mêmes, avec leurs propres agents ou par des intermédiaires, des destructions d'infrastructures dans différents pays en Europe, des incendies volontaires. Et M. Bancal, tout à l'heure, parlait de destructions qui ont été commises en Italie. Il y a eu aussi des incendies très importants dont on ignore tout à fait l'origine en Pologne, notamment au mois de mai. Donc, c'est, je pense, aussi à ce type de choses que fait référence le ministre de l'Intérieur. Jérôme Poirot, vous êtes un ancien, on l'a rappelé, de la coordination nationale du renseignement. Avant le début des JO, on craignait, on redoutait, on le redoute toujours, les attaques terroristes. Ce genre d'incidents, est-ce que vous les aviez listés? Est-ce que le renseignement intérieur savait qu'éventuellement, il pourrait y avoir ce type d'infraction? Bien sûr, ça fait partie des scénarios et des menaces qui sont envisagés et auxquels les services de sécurité, au premier chef les services de renseignement, se préparent. Mais encore faut-il qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle même des signaux faibles, c'est-à-dire des indices, quelque chose qui mettent sur la piste soit d'individus, soit de groupes, soit de projets. Et manifestement, les attaques contre ces infrastructures n'avaient pas été anticipées. Il faut dire que les menaces sont particulièrement nombreuses, notamment dans le champ terroriste, raison pour laquelle nous sommes en urgence attentat pour ce qui est du plan Vigipirate. Mais évidemment, ces infrastructures font l'objet d'ailleurs de protections particulières, à la fois par les entreprises elles-mêmes et par les services de l'État. Mais que, comme ce sont des infrastructures qui courent sur tout le territoire, évidemment, chaque kilomètre ne peut pas être protégé en permanence. Alors, on l'a vu, une action vendredi pour la SNCF, une action il y a quelques heures pour les réseaux optiques, les lignes téléphoniques. Qu'est-ce que vous redoutez également? Il n'est pas impossible que d'autres actions de cette nature soient en préparation, parce qu'il y a une caisse de résonance fantastique en ce moment du fait des Jeux Olympiques. Vos confrères du monde entier sont là et on l'a bien vu vendredi quand c'est la SNCF qui était en difficulté. Ça a été repris par les médias du monde entier. Donc on peut imaginer que si c'est le même groupe et les mêmes individus qui sont à l'origine des attaques contre la SNCF, puis des attaques de cette nuit contre des câbles Internet, il y ait d'autres opérations du même style qui soient en préparation pour les jours prochains, raison pour laquelle plus l'enquête permettra d'appréhender les auteurs potentiels, plus nous serons rassurés. Damien Bancal, notre expert cyberintelligence sur la toile, dans le net, là où vous avez vos compétences qui sont évidemment plus fortes que les nôtres. Expliquez-nous un petit peu ce qui est à surveiller dans ce... Bon, là, on est dans un contexte forcément de Jeux Olympiques, de grands événements mondiaux. Est-ce qu'il y a des signaux qui montrent qu'il y a des menaces potentielles venues, par exemple, on parlait de Russie ou d'ailleurs? Il est très simple. D'abord, pour tout ce qui tourne autour des télécommunications, plusieurs blogs d'anarchistes, d'ailleurs des blogs écrits en français, en italien, en allemand, peu importe, ont déjà plus ou moins diffusé des photos et des revendications plus ou moins farfelues, mais en tout cas, ils ont déjà cette communication-là. Qu'elle soit vraie ou fausse, pour eux, l'important, c'est qu'elle puisse être diffusée massivement ensuite. On a repéré aussi, alors par exemple sur Telegram, plusieurs groupes de pirates, ou alors en tout cas d'activistes russophones et russes, clairement
apparemment affichant une envie soit de manifester, alors tout simplement en bloquant des sites internet, que ça soit étatique ou d'entreprise, une manière pour eux de manifester, ou tout simplement en diffusant des images créées avec l'intelligence artificielle et en diffusant une propagande qui est la leur, en diffusant des slogans. Et ils espèrent une seule chose, c'est que les gens les reprennent pour se diffuser. Mais heureusement, on s'est rendu compte que ça marche pas tant que ça. Mais ils en produisent massivement et vraiment, ils espèrent que quelqu'un, des groupes, quels qu'ils soient, puisse les récupérer pour les diffuser. Guillaume, Jérôme, tout cela montre que on est invulnérable, on le savait un peu, mais là, c'est une confirmation. Ah mais nul n'est invulnérable. Personne, nulle part dans le monde, quels que soient les moyens dont il dispose, peut assurer une sécurité totale, absolue, inviolable de l'intégralité de ces infrastructures. Et quand on a un dispositif de sécurité, il faut toujours l'imaginer comme une série de cercles concentriques. Plus on est au centre, plus les moyens sont importants et plus c'est difficile de passer à l'action. Et plus on est en périphérie, plus on est vulnérable. Et là, on ne peut pas protéger l'intégralité des voies de chemin de fer, l'intégralité des câbles qui servent à alimenter les particuliers avec la fibre et donc en Internet, l'intégralité des antennes relais, l'intégralité des châteaux d'eau, si on prend toutes les infrastructures vitales, il y a forcément des points sur le territoire qui sont plus vulnérables que d'autres. Et donc, ceux qui veulent passer à l'action s'attaquent à ces points-là. Il y a des tentatives qui sont déjouées tout le temps. Encore dans Paris, des activistes voulaient perturber les Jeux Olympiques en déployant des banderoles, en faisant d'autres actions. Ça a été empêché parce qu'en ce moment, le dispositif est très dense à Paris. Ailleurs sur le territoire, c'est parfois plus facile de passer à l'action, surtout au milieu de la nuit. Est-ce qu'il y a des précédents justement de type d'attaque, comme on les a vécus ces derniers jours, sur des événements d'ampleur ? Sur des événements d'ampleur, j'ai pas d'exemple. Après, hors grands événements, oui, sur des antennes 5G, sur des lignes à haute tension, aussi dans des entreprises secteur du bâtiment. Il y a des cibles qui peuvent être choisies en raison aussi de ce qu'elles représentent. Si vous êtes cimentier et que vous fournissez du matériel pour construire des projets qui sont contestés sur un plan écologique, vous vous exposez à des actions. Ça, je peux citer plusieurs exemples récents dans la région lyonnaise, par exemple. Il y avait plusieurs cimentiers qui ont été victimes d'actions de sabotage. On leur détruit leur matériel, on détruit les infrastructures qui servent à la production ou à l'extraction pour la fabrication de ciment. Donc ça fait partie des cibles et des modes opératoires. Jérôme Poirot, il faut rester vigilant. Les jeux vont durer encore quelques jours. On en est à 3 jours de jeu. Ça veut dire qu'il faut rester en état d'alerte sur tous les objectifs fixés par l'intérieur. Ah oui, bien sûr. Mais les services de sécurité, police, gendarmerie, services de renseignement sont mobilisés comme ils n'ont jamais été pour assurer la sécurité des Français, des Jeux, mais aussi de toutes les infrastructures. Et on l'a vu ces derniers jours avec la coopération aussi des cheminots de la SNCF, notamment dans la nuit de vendredi à samedi, ont contribué aussi à la sécurité en repérant des activistes qui s'apprêtaient à commettre une dégradation qui n'a pas pu aller jusqu'à son terme, mais c'est aussi l'ensemble de la population qui est appelé à concourir à sa propre sécurité en informant la police, la gendarmerie, dès que quelque chose d'anormal est détecté. La sécurité intérieure, Jérôme Poirot, craint de nouvelles répliques sur les réseaux télécoms, sur la SNCF ? Ah oui, la menace est très très importante. Alors, il se trouve, mais je vais vous révéler un secret, c'est que des entreprises comme la SNCF ou SFR, manifestement, sont ce qu'on appelle des opérateurs d'importance vitale, c'est-à-dire les 200 grands opérateurs, notamment des entreprises, dont la liste est secrète. C'est pour ça que, on peut penser que la SNCF ou SFR font partir cela, puisque leur activité a évidemment un impact considérable sur la vie des entreprises et des Français. Et elles font l'objet, tous ces opérateurs d'importance vitale font l'objet de dispositions de protection particulières par les entreprises elles-mêmes, ce sont des obligations, et par les services de l'État. Merci Guillaume, merci Jérôme. Merci également à Damien Bancal pour ses explications avec ce dossier sur les sabotages. À 20h38 sur BFM TV, on fait le point également sur l'actualité à l'étranger avec cette attaque au couteau à Southport, c'est dans le nord-ouest de l'Angleterre, aux alentours de midi aujourd'hui. Plusieurs passants ont été pris pour cible, dont des enfants. Un incident majeur a déclaré la police locale. Laura Calmus, vous êtes notre correspondante au Royaume-Uni. Un suspect a été arrêté, ça on le sait, mais le bilan s'alourdit. On sait qu'il y a au moins 2 enfants morts et 11 blessés.
Exactement, un bilan très lourd et c'est d'ailleurs un choc pour tout le pays. C'est ce qu'a dit le Premier ministre britannique Keir Starmer dans un communiqué. Car, eh bien, comme vous l'avez dit, aux alentours de midi, un homme est entré dans un bâtiment où il y avait un centre aéré avec des activités sur le thème de Taylor Swift, avec du yoga, de la musique et des travaux manuels. Et cet homme, âgé de 17 ans, c'est en fait un mineur, a poignardé plusieurs enfants. Il y a, comme vous l'avez dit, 2 enfants qui ont succombé à leurs blessures, 9 autres qui sont actuellement hospitalisés. Et selon la police, 2 adultes qui ont tenté de protéger les enfants sont également hospitalisés actuellement. Donc un bilan très lourd. Et pour le moment, à part le fait que qu'il s'agit d'un mineur de 17 ans, c'est qu'il s'agit également d'un homme qui habitait à moins de 5 km de ce centre aéré. À part ça, eh bien, on n'a aucune information sur l'assaillant. On ne connaît pas ses motivations et pour le moment, la police ne donne pas ce genre d'informations. Mais c'est un véritable choc pour les témoins qui ont parlé à la presse britannique et qui ont expliqué qu'ils ont vu des mères en train d'hurler, des scènes d'hystérie. Un homme a décrit cela comme un film d'horreur. Alors c'est vraiment un choc pour le Royaume-Uni. Et comme vous l'avez dit, ce bilan est très lourd. 2 enfants ont succombé à leurs blessures et c'est actuellement un bilan provisoire à Southport qui se trouve dans le nord de Liverpool. Merci beaucoup Laura Calmus. Évidemment, on continuera de suivre cette actualité avec vous en direct depuis le Royaume-Uni. Et donc, on retrouve direct avec nous Thierry Arnaud pour parler de cette affaire. La classe politique, Thierry, n'a pas tardé à réagir. Oui, le tout nouveau gouvernement travailliste britannique au pouvoir depuis à peine un peu plus de 3 semaines s'est exprimé en la personne, Laura en parlait à l'instant, de Keir Starmer, son Premier ministre, d'Yvette Cooper, la ministre de l'Intérieur, évidemment pour manifester leur émotion, leur solidarité avec les familles, pour rendre hommage aussi aux secours d'urgence qui sont intervenus de manière très efficace, ainsi que la police dans des conditions très périlleuses, puisque vous savez que les policiers britanniques, enfin ceux qui patrouillent, ne sont pas armés. Et donc, évidemment, face à un assaillant qui est aussi déterminé que celui-là, c'est évidemment toujours délicat d'intervenir. Et on rappelle, Thierry, aussi ce contexte sécuritaire au Royaume-Uni. Oui, c'est un véritable fléau. Ces attaques à l'arme blanche, elles ont augmenté de 34% en 10 ans. Il y a 125 actes qui sont dénombrés chaque jour au Royaume-Uni, à tel point que depuis 2020, figurez-vous qu'on a installé un peu partout dans la sortie des supermarchés, dans les quartiers les plus fréquentés, à côté des restaurants de fast-food, ce qu'on appelle des kits pour contenir l'hémorragie, qui sont accessibles dans les rues. Ça vous montre à quel point ce fléau est problématique. Je vous le disais, 125 actes par jour, près de 300 morts par an, et ça touche évidemment surtout les catégories les plus défavorisées, et surtout les jeunes. C'est un fléau qu'on n'est pas parvenu à endiguer jusqu'à présent au Royaume-Uni, et donc on constate à nouveau aujourd'hui la gravité. Merci Thierry. On ouvre à présent la page JO de Paris avec un point sur les perfs du jour pour les sportifs. Bonsoir Antoine Sabardin. Bonsoir. Journaliste RMC Sport. Très beau début de parcours pour les Français. Il fait chaud en France, mais sur les parquets, ils sont calientes les Français. Sur tous les sites de compétition, les Français cartonnent. Aujourd'hui, 6 nouvelles médailles et c'est pas terminé pour le clan français. On va commencer par la plus belle d'entre elles, l'or de Nicolas Gestin, c'était en canoë slalom, 24 ans, il devient champion olympique sous les yeux d'un certain Tony Estanguet. Il est patron du comité d'organisation, mais également triple champion olympique de la discipline. Nicolas Gestin, c'est le 5e titre français dans la discipline depuis l'introduction aux Jeux olympiques en 92, 5 titres sur 9. Les Français ultra dominent cette discipline. On va l'écouter, Nicolas Gestin, c'est au micro de Kevin Morand pour RMC Sport. Je pense que je ne me suis pas créé le scénario le plus simple en remportant la demi avec autant d'avance. Mais voilà, je savais que j'avais encore de la place pour améliorer mon temps. Je ne pensais pas l'améliorer autant. Mais je crois que ce fameux avantage de la maison a payé. Parce que pour aller chercher des manches comme ça, je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais une manche aussi aboutie. Antoine, dans le judo aussi, on cartonne bien. Oui, judo, 2 médailles, 2 nouvelles médailles, 5 médailles depuis le début de ces Jeux Olympiques. La première, c'était une médaille de bronze pour Sarah Léonie Cizik. Elle était en argent à Tokyo il y a 3 ans. Elle s'est bien ressaisie après sa défaite en demi-finale au bout d'un combat épique contre la Canadienne. Elle s'est ressaisie pour aller décrocher cette médaille de bronze. Mais écoutez, là, vous allez l'écouter au micro de Valentin Jamin. Elle était vraiment émue. Le témoignage, il est poignant. Écoutez-la.
En fait, j'ai vu mon rêve s'écrouler, mon rêve de devenir championne olympique à Paris. Je me suis dit, bon, est-ce que tu veux t'arrêter là et tout ce que tu as fait jusque-là, ça aurait servi à rien, ou est-ce que tu te remobilises et tu vas chercher ta médaille de bronze? Et je me suis dit, non, repartir avec une médaille, je pense que c'est quand même mieux que repartir sans rien. Donc, j'ai pas eu le choix que de switcher pour chercher cette médaille. Et puis en judo, il y a aussi la magnifique performance du Français Johan Benjamin Gaba chez les moins de 73 kilos. C'est une médaille surprise qu'on n'attendait pas. Vice-champion olympique battu par le numéro 1 mondial de la discipline, l'Azerbaïdjanais Eidarov. 5 médailles depuis le début de la compétition. Pas de titre, mais c'est pas terminé parce que Clarisse Agbenienou rentre en liste demain. Teddy Riner un peu plus tard dans la semaine. Des grandes chances de titre olympique. D'autres résultats pour la journée? Bah oui, après beaucoup de médailles d'argent pour le clan français. L'équitation, le concours complet par équipe. Médaillé à Rio, champion olympique à Rio. Médaillé à Tokyo. Les voilà médaillés pour la 3e fois consécutivement aux Jeux olympiques. Le tir à l'arc. Première médaille de l'équipe de France par équipe dans l'histoire des Jeux olympiques pour le tir à l'arc français. Médaille d'argent battue par les intouchables sud-coréens, 5-1. Et puis, il y a eu un duel épique, c'était sur la colline d'Elancourt pour le VTT entre Victor Koretsky, le français, et Tom Pidcock, le britannique. Ça s'est joué dans les derniers hectomètres de cette finale de cross-country. Victoire du britannique, mais belle médaille d'argent après le titre de Pauline Ferrand-Prévot hier. Et puis, c'est pas terminé, parce qu'il y aura encore au moins 2 médailles ce soir en escrime, une finale franco-française de sabre féminin. Donc ça veut dire 2 médailles dans tous les cas, voilà, une d'or, une d'argent. Voilà, ça pourra faire 8 ce soir et peut-être 9 avec le 100 mètres d'eau de Johan Ndoye Brouard. 9, c'est le record sur une journée aux Jeux Olympiques, c'était à Atlanta en 96. On fait un petit récap, alors on est à où au classement par pays, combien de médailles? Aujourd'hui, on est à exactement 14 médailles avant les 2 de ce soir, peut-être donc 16 médailles ce soir assurées. On va attendre de voir les métaux. Et donc peut-être une 17e ce soir, ce qui nous mettrait autour de la 4e, 5e place de ce classement des médailles. D'un mot, un départ canon comme celui-là, c'est quasiment du jamais vu. C'est quasiment du jamais vu. Je vous disais, 9 médailles sur une journée, du jamais vu depuis 96. On est sur une moyenne, si on fait la moyenne rapide et qu'on calcule sur 15 jours de compétition pour atteindre les 60 médailles, c'est ce qu'un organisme britannique, Grace Note, nous donnait pour nous prévoyait pour ces Jeux Olympiques, qui nous placerait autour de la 4e place. Ce serait du jamais vu depuis 1900 et les Jeux Olympiques de Paris en 1900, on avait eu 91 médailles. Ouais, pas mal, ok. Un beau, bel objectif en tout cas. On rappelle l'objectif top 5 du gouvernement. On le rappelle. On reste dedans en tout cas. Merci beaucoup Antoine. On va retrouver Igor Saïri sur place. Vous êtes au Club France, au Parc de la Villette, dans le nord de Paris. Ce lieu un peu hybride, sorte à la fois de fan zone, mais aussi lieu de rencontre finalement entre les athlètes médaillés qui viennent y rencontrer le public, qui suivent toute la journée leurs exploits. Et Igor, on imagine que l'ambiance reste bouillante justement au regard des performances dont vient de nous parler Antoine Sabardin. C'est incroyable. Écoutez, la délégation française a remporté 14 médailles pour le moment. Et c'est ici, au Club France, qu'il faut les suivre, ces médailles. Je vous garantis que l'ambiance est exceptionnelle. Actuellement, il y a Victor Koretsky qui a obtenu l'argent cet après-midi en VTT cross-country. Et il est monté sur scène. Il y a eu un clapping il y a quelques minutes avec de la musique entraînante. Et il y a des centaines de personnes pour applaudir et féliciter notre médaillé d'argent français. Je suis avec Clémence, justement, Clémence qui est venue avec toute sa famille, qui vient du Maine-et-Loire, elle, au Club France, pour profiter de cette ambiance de folie, on peut le dire? C'est ça, c'est une vraie ambiance de folie et ça fait plaisir de participer aux Jeux en étant au Club France. On a l'impression d'être dans un festival de musique, vous avez le même sentiment? Oui, un festival de musique, mais aussi de sport, de culture et tout est mélangé, c'est chouette. Ça fait du bien, un petit peu de sentiments positifs. Après une longue période politique un peu compliquée, on profite des sportifs français. C'est ça, on profite des sportifs français, on profite aussi de leur victoire. Et puis c'est un peu aussi notre victoire en même temps. Alors vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez suivi l'escrime et le sabre et les 2 Françaises, Manon Apiti-Brunet, en finale face à Sarah Balzer. Une finale 100% française ce soir, vous y serez? Oui, on va rester pour voir la finale. Que vous disent votre famille, votre père et votre oncle sur cette ambiance typiquement française là? Ils adorent comme moi, ils sont très contents de pouvoir y participer aussi. Merci beaucoup Clémence, passez une bonne soirée au Club France et on la suivra sur BFM TV, cette finale 100% française et féminine au sabre. On sera peut-être tout à l'heure avec quelques sportifs médaillés aussi. Merci beaucoup Igor Saïri en direct du nord de Paris avec Quentin Roland et donc ce compteur qui ne cesse de grimper. Alors il y a une question tout de même concernant le triathlon. Oui, la qualité de l'eau de la Seine peut-elle jouer des tours aux triathlètes? En tout cas, la ministre démissionnaire des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, se veut ce soir plutôt rassurante. On
On a le résultat des prélèvements qui sera disponible à partir de 4h du matin. Donc on verra à quel point la météo qui a été plus clémente des 2 derniers jours nous permet de confirmer les choses. De toute façon, on a prévu des journées de contingence, donc pas d'inquiétude. Et puis, si jamais ça doit démarrer par les femmes mercredi, ça démarrera par les femmes mercredi. Mais pour l'instant, confiance, on est concentré sur les résultats de demain matin. Les conclusions qui s'imposent seront tirées, mais vraiment sérénité sur tout ça. Vous savez qu'on a prévu des journées de contingence, donc c'est-à-dire des marges de sécurité. Le calendrier nous le permet, la météo est maintenant bonne, donc pas d'inquiétude. La météo est en effet très bonne, même plus que bonne, puisque malgré la pluie donc, de ce début de cérémonie, on l'a vécu tous ensemble, eh bien, il va faire très chaud encore, très chaud demain surtout pour les athlètes qui sont engagés dans ces épreuves des Jeux Olympiques. Un mercure qui devrait à Paris flirter avec les 38 degrés, c'est pas rien, en plein centre-ville. On en parle avec notre invité Serge Smadja. Bonjour, vous êtes secrétaire général de SOS Médecins. Et avant de voir comment ça se passe pour les sportifs, déjà aussi un mot pour ces spectateurs qu'on a vus sur la pelouse, par exemple, du nord de Paris il y a un instant, qui eux assistent à des compétitions en extérieur. C'est aussi le cas à Place de la Concorde par exemple. Alors qu'est-ce qu'on leur conseille à ces spectateurs dans des cas de canicule comme ce sera le cas? Alors, les températures extrêmes sont dangereuses pour le corps. Vous savez que la température du corps ne doit pas dépasser 37 degrés et il y a des mécanismes de thermorégulation pour veiller à tout ça. Les messages que l'on donne régulièrement dans les fortes périodes de canicule sont généralement bien observés et les gens commencent à connaître aujourd'hui les bons réflexes. Cette situation des Jeux Olympiques peut être un moment d'une inquiétude particulière parce que les visiteurs ont souvent commandé ou pris leur place depuis très longtemps. C'est un événement auquel ils s'attendent depuis très longtemps et ils risquent peut-être, j'espère me tromper, mais d'être peut-être moins vigilants et de moins écouter les signaux qui leur demandent d'être un petit peu plus raisonnables, à savoir évidemment boire beaucoup, se mettre à l'ombre autant que possible et faire attention à ne pas rester trop longtemps dans des périodes de forte chaleur, faute de quoi leur système de thermorégulation risque d'être dépassé et on risque des accidents. Alors, on parle des spectateurs à l'instant. Pour les sportifs, eux, ils sont un petit peu briefés. Ils ont généralement des préparateurs physiques. Ils doivent faire attention à quoi, eux, précisément? Alors, les sportifs ont des préparateurs physiques. Les sportifs, souvent, s'entraînent à des compétitions dans des températures extrêmes. Ça fait partie de leur préparation. Les sportifs sont entraînés et les sportifs ont un staff médical qui est très attentif. Et donc, normalement, les complications médicales devraient être évitées. Cependant, le sportif, il est dans une situation, pour lui, les Jeux Olympiques, c'est un moment exceptionnel. Il fait tout pour se surpasser, pour se dépasser, pour se sublimer, pour je ne sais quel superlatif employer. Et là encore, il risque de ne pas être attentif aux signaux qui lui font, aux signaux du corps qui lui disent « Attention, il y a une souffrance particulière et il faut faire attention à ce que ces signaux entraînent. » Merci, parce que même de haut niveau, en effet, les sportifs restent des êtres humains comme les autres. Merci pour ces rappels, en tout cas de bon sens, à suivre évidemment avec cette forte chaleur. Restez avec nous, puisque justement, dans un instant, nous reviendrons sur cette canicule en France, avec 41 départements aujourd'hui concernés par une vigilance orange météo France à la canicule. Donc, et demain, ce sera même 45 départements. À tout de suite.